Nous sommes le 15 juillet 1752 à Philadelphie, dans la province de Pennsylvanie, l'une des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord. Le temps est à l'orage. De gros nuages noirs s'amoncellent dans le ciel menaçant. L'air est lourd, électrique. C'est le moment idéal pour tenter l'expérience que Benjamin Franklin a en tête. Le scientifique passionné d'électricité attrape son cerf-volant bricolé par ses soins et demande à son fils de l'accompagner. Franklin veut collecter l'énergie électrique des nuages d'orage. Des cerfs-volants, il en a fait voler dans le ciel depuis l'enfance. Il a le coup de main. Il suffit de sentir le sens du vent, courir un peu et lancer le losange de tissu qui s'élève porté par les courants d'air. Le voilà maintenant haut dans le ciel. Les grosses gouttes de pluie estivale imbibent d'eau la cordelette en chanvre du cerf-volant. Dans la partie basse de cette corde, Franklin a attaché un ruban en soie et au bout, une clé en métal qu'il s'évertue à protéger de la pluie. On racontera plus tard que la foudre s'est abattue sur le cerf-volant. Si ça avait été le cas, Franklin serait mort ce jour-là. Non, les choses sont plus simples. Le cerf-volant capte l'électricité dans l'air qui passe dans la corde mouillée. Celle-ci charge ensuite la clé d'électricité statique. Lorsque le scientifique s'approche de la clé, des étincelles jaillissent entre l'objet métallique et ses doigts. Il a collecté l'électricité du ciel. Franklin vient de prouver qu'il y a de l'électricité à l'état naturel. Selon lui, elle provient de la foudre. On peut dire qu'il a eu une bonne intuition. Après cette expérience, Benjamin Franklin va inventer le paratonnerre. Mais c'est presque anecdotique dans sa longue existence. Il aura bientôt un grand rôle à jouer dans l'indépendance des États-Unis, un rôle qui va l'amener jusqu'à Versailles, devant le roi Louis XVI. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Ce double récit est proposé à l'occasion de la sortie de la mini-série Franklin, une création Apple originale. Vous pourrez voir tous les épisodes dès mercredi, exclusivement sur Apple TV+. Benjamin Franklin, du paratonnerre à l'indépendance des États-Unis. Épisode 1, un imprimeur éclectique. Benjamin Franklin est né le 17 janvier 1706 dans une petite maison de Boston. Une maison qui grouille de vie car il est le dernier fils d'une fratrie de 17 enfants. Son père, Josiah, un émigré anglais, a eu 2 épouses qui se sont toutes deux montrées très fertiles. Benjamin est un enfant intelligent et curieux. Son père le stimule en permanence. D'ailleurs, même si cet artisan spécialisé dans les savons et les bougies à base de graisse animale n'a pas de grands moyens, il a toujours des amis qui viennent dîner chez lui. On parle des sciences naissantes et de politique. Les enfants ont le droit d'écouter les conversations des grands et de participer, du moins s'ils pensent avoir quelque chose d'intéressant à dire. Tout cela nourrit le jeune Benjamin qui commence à comprendre les contours de son monde. Les Amériques de son enfance n'ont rien à voir avec les nôtres. Il s'agit pour le moment de 13 colonies anglaises qui occupent la côte est du continent entre les Grands Lacs et la Floride. La Virginie, fondée au XVIe siècle, est la plus ancienne. La Pennsylvanie, avec Boston, son chef-lieu, occupe la vallée du Delaware depuis environ 50 ans. Les premiers colons européens de la région étaient des Suédois et des Hollandais. Eh ben oui, vous comprenez maintenant pourquoi l'Américain type est un grand blond. En 1680, le roi d'Angleterre Charles II permet à un Quaker d'organiser cette colonie. Un Quaker, c'est un dissident religieux de l'Église anglicane. Nombre d'entre eux ont émigré en Amérique. Ce Quaker, très riche, auprès duquel le roi avait des dettes, s'appelle William Penn. En bref, Penn fonde une colonie à son nom et efface les dettes du roi. Le Nouveau Monde est un peu le lieu de tous les possibles. Si vous êtes malin et travailleur, vous pourrez faire fortune. D'ailleurs, c'est encore ce qui sous-tend le rêve américain aujourd'hui. À l'ouest de l'Amérique des 13 colonies, il y a de grandes zones sauvages, mais elles ne sont pas vides. Les Indiens occupent ces vastes contrées. Enfin, on les appelle des Indiens par habitude, mais aujourd'hui, outre-Atlantique, on les qualifie de Native Americans pour montrer qu'ils étaient là avant les colons. Et puis sur le nouveau continent, il y a aussi la présence française. L'Acadie, fondée au début du XVIIe siècle sous Henri IV, est bien plus grande que le Québec actuel et s'étend autour du fleuve Saint-Laurent.
Les Français se sont aussi installés autour du Mississippi. Et oui, si la Nouvelle-Orléans s'appelle ainsi, c'est parce qu'elle est française à l'origine. Bon, notre jeune Benjamin a donc une conscience plus ou moins confuse de cette cartographie complexe. Il va l'affiner dans l'imprimerie de son frère. Au départ, ce n'est pas là qu'il aurait dû être. Benjamin est un bon élève et son père rêve d'Harvard pour lui. Ce serait un moyen d'embrasser une carrière ecclésiastique. Mais cet enfant est bien trop rebelle, il est déjà un libre penseur. En même temps, son père ne peut pas lui en vouloir, il l'a élevé comme ça. Alors Josiah envoie son petit dans l'imprimerie de son grand, James. Pour Benjamin, qui a une douzaine d'années, c'est le paradis. Il apprend à manier les presses, à positionner les caractères qui forment de longs textes noirs sur le papier blanc. Mais l'enfant ne se limite pas à la technique. Il lit tout ce qui lui passe sous la main, des journaux bien sûr, mais aussi les premiers textes de science en cette époque fertile où les grands esprits raffinent la pensée philosophique et posent les bases de la physique et de la compréhension du monde. Descartes, Voltaire, Hobbes, Newton, Leibniz, tout enchante l'adolescent. Il est une vraie éponge et le soir, quand il a du temps, il recopie des textes à la main pour entraîner son écriture et mieux s'imprégner des grands penseurs. En 1722, à 16 ans, il écrit son premier papier pour The Boston Gazette sous le pseudonyme de Silence Dogood. Il y critique les mœurs de la société américaine au travers d'un personnage de veuve à la langue bien pendue. Benjamin développe un grand sens de la morale. Pendant toute sa jeunesse, il se donne une philosophie qui l'aidera à tendre vers une forme de perfection, quotidien frugal, études, ne dire du mal de personne, travailler pour le bien public, tout cela va devenir le pilote de son existence. L'imprimeur James Franklin ne sait pas que son petit frère écrit des critiques de la société. Le plus drôle, c'est que lui aussi le fait sous pseudonyme, et les deux frères ne tarderont pas à avoir des problèmes avec la censure. L'Amérique n'est pas encore le pays de la liberté, la couronne britannique n'aime pas qu'on la chahute. Les deux frères auront affaire à la police et il arrivera à Benjamin de se dénoncer à la place de son grand frère quand les deux garçons comprendront qu'ils écrivent le même genre de récit. À 18 ans, Benjamin aspire à voler de ses propres ailes. Il part pour Philadelphie et travaille pour des imprimeurs prospères comme Samuel Keimer. Là, il rencontre le gouverneur de Pennsylvanie, William Kiss, qui introduit ce jeune homme brillant dans la bonne société. Kiss et Keimer l'encouragent par la suite à voyager. C'est ainsi que Benjamin va passer quelque temps à Londres pour frayer avec le milieu de l'imprimerie et des affaires. Benjamin y découvre l'effervescence des villes du vieux continent, les théâtres et l'amour. D'ailleurs, son fils aîné, William, naîtra de ses romances londoniennes, mais il ne le reconnaîtra que quelques années après sa venue au monde. C'est à cette époque que Benjamin devient déiste. Il s'agit d'une nouvelle vision spirituelle qui s'affranchit des religions existantes, de leurs dogmes et de leur clergé. Benjamin Franklin croit en Dieu, mais à sa façon. Pour lui, on accède au divin par la connaissance et l'étude du monde. Dieu est comme une aura, présente partout. Il ne récompense pas, il ne punit pas. Pour bien se conduire, il faut donc une éthique. Et partant de là, le jeune imprimeur se choisit deux figures qui l'inspirent au quotidien, Jésus et Socrate. De retour aux Amériques, Benjamin Franklin continue à travailler dans l'imprimerie de Keimer, faute d'avoir les moyens d'ouvrir la sienne, mais il cultive son réseau. Il fonde The Leather Apron Club avec d'autres jeunes hommes d'affaires. On y débat de la société, de la politique et du bien public. Ensemble, les membres du club ouvrent la première bibliothèque d'Amérique en 1731 grâce à une souscription. On retrouve ici l'envie de Benjamin de donner accès à la culture pour tous. Quand enfin il ouvre sa propre imprimerie un peu plus tard, il connaît le succès avec la publication d'almanachs qui donnent chaque jour des conseils pour mieux vivre, comme se coucher tôt et se lever tôt. L'envie de Benjamin de participer à la marche du monde et au progrès lui donne envie d'entrer dans la franc-maçonnerie. Il intègre une loge au début des années 1730. Cette appartenance va certainement lui ouvrir des portes un peu partout, jusque sur le vieux continent. Évidemment, avec de tels centres d'intérêt, vous vous doutez bien que la politique le démange. En 1736, il devient greffier de l'Assemblée de Pennsylvanie et l'année suivante, il en est le postmaster, l'homme en charge de superviser les journaux et la circulation des informations dans sa province. Ce poste lui permet de diffuser les découvertes scientifiques récentes à travers le Nouveau Monde. D'ailleurs, sa passion actuellement, ce sont les travaux relatifs à l'électricité.
Quand il a du temps libre, maintenant que son imprimerie lui rapporte de quoi vivre confortablement, il fait des expériences. Il remarque que les éclairs et les étincelles se ressemblent. Elles ont la même couleur et la même odeur. Elles bougent dans l'air et semblent attirées par l'objet métallique le plus proche. C'est ainsi que Franklin aurait inventé le paratonnerre en partant de l'expérience du cerf-volant et de la clé que l'on fait voler pendant un jour d'orage. Il comprend qu'un fil métallique en hauteur peut guider l'électricité de la foudre vers le sol si celui-ci achève sa course dans la terre. Pendant un voyage en Europe, dans les mois qui suivent sa découverte, Franklin rencontre d'autres scientifiques et acquiert une réputation de savant. En 1752, il est invité à Versailles, à la cour de Louis XV. Devant le roi, il fait une expérience montrant l'importance du paratonnerre. Voilà, il est l'inventeur de ce dispositif dont il équipera bientôt sa propre maison. Benjamin Franklin est désormais une petite star de la science de Londres à Paris. Mais c'est chez lui qu'il veut être utile, en Amérique. Plus le Nouveau Monde s'étoffe, rêve de liberté et de grands espaces, plus il s'oppose à la tutelle anglaise qui se traduit par de lourdes taxations, de la censure et du mépris social. Mais ce n'est pas tout. Les puissances européennes sont aussi en concurrence les unes contre les autres pour étendre leur empire colonial au détriment des couronnes voisines. Ces tensions aboutissent d'abord à la guerre de 7 ans. Ce conflit se déroule entre 1756 et 1763. C'est l'avant-première guerre mondiale. Pour la première fois, les puissances européennes s'affrontent en une multiplicité de points chauds sur le vieux continent et dans le Nouveau Monde. Et en Amérique, l'Angleterre et la France se battent pour le contrôle des colonies. La France de Louis XV est une grande puissance militaire. Elle possède une immense infanterie et une grande flotte. Mais l'empire colonial anglais et sa Royal Navy n'ont pas à rougir. D'ailleurs, c'est maintenant l'Angleterre qui contrôle depuis 1713 une bonne partie de l'Acadie, ce qui correspond aujourd'hui au nord des États-Unis. La guerre de 7 ans en Amérique est donc expansionniste du côté des Français. Pour les Anglais et les 13 colonies, elle a pour but de défendre leur territoire. D'ailleurs pour eux, la guerre de 7 ans s'appelle la French and Indian War, parce que les Français se sont alliés à des tribus amérindiennes. Benjamin Franklin, qui siège alors à l'Assemblée de Pennsylvanie, refuse de rester les bras ballants. Il va lutter en utilisant son arme favorite. Pour découvrir comment Benjamin Franklin va s'impliquer dans la guerre de 7 ans, on se retrouve dans le second épisode que je lui consacre. Et si vous voulez vous plonger dans cette histoire à travers un autre format, je vous invite à regarder la mini-série Franklin, une biofiction disponible exclusivement sur Apple TV+. À très vite. Précédemment, dans Au cœur de l'histoire, dans le grand récit que je consacre à Benjamin Franklin, je vous ai d'abord raconté comment ce fils d'immigrés anglais dans les colonies américaines a acquis un savoir encyclopédique en travaillant dans le domaine de l'imprimerie. Mais il est aussi passionné par les sciences et la politique. Suite à ses expériences sur l'électricité, Franklin invente le paratonnerre qui fait de lui une star sur 2 continents. Parallèlement, ce franc-maçon siège au Parlement de Pennsylvanie, ce qui va le pousser à s'impliquer dans la guerre de 7 ans qui oppose les Anglais et les 13 colonies américaines aux Français alliés à plusieurs tribus amérindiennes. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Ce double récit est proposé à l'occasion de la sortie de la mini-série Franklin, une création Apple originale. Vous pourrez voir tous les épisodes dès mercredi exclusivement sur Apple TV+. Benjamin Franklin, du paratonnerre à l'indépendance des États-Unis, épisode 2, Franklin diplomate. Les affrontements entre la France et les Anglais en Amérique ont commencé dès 1754 dans la vallée de l'Ohio, au nord des futurs États-Unis. La France remporte quelques victoires qui poussent l'Angleterre à envoyer des contingents armés dans la région pour soutenir les colons. C'est ensuite l'escalade jusqu'au début de la guerre de 7 ans en 1756. Le conflit au niveau de l'Acadie est très important car il permet d'obtenir le contrôle de territoires très riches et de zones de pêche poissonneuse. Le rapport de force est d'abord en faveur des Français. Franklin comprend que pour résister, les 13 colonies doivent s'unir. Pour gagner la guerre, il recourt donc à son arme préférée, l'influence. La presse est pour lui le meilleur moyen de communication.
En 1756, profitant de ses fonctions de postmaster de Pennsylvanie, l'homme en charge des journaux et de la diffusion de l'information, il écrit un grand papier qui invite les 13 colonies à s'unir contre la France. Le plaidoyer de Franklin est illustré par un dessin, un serpent coupé en 8 morceaux qui représente les colonies américaines côtières. Chaque fragment est accompagné de lettres. NY pour New York, V pour Virginia, M pour Maryland, etc. La légende du dessin, simple et percutante, est « Join or die », rejoins ou meurs. C'est ensemble que les provinces seront fortes comme un serpent, mais un serpent en morceaux est voué à la mort. Vous voyez là germer l'idée des États-Unis d'Amérique ? Pour défendre sa province, Franklin rejoint même l'armée en tant que colonel où il crée une nouvelle section d'artillerie pour se protéger des Indiens qui, même alliés à la France, vous le savez, n'auront jamais la même puissance de feu. Pendant la guerre de 7 ans, Franklin continue son travail scientifique en parallèle de la politique qui lui vaut en 1757 des doctorats honorifiques en Angleterre. Après 7 ans de conflits qui grèvent les finances du Royaume de France, le traité de Paris est signé en 1763. J'aime autant vous dire tout de suite que c'est une humiliation pour nous. La France perd tous ses territoires dans le Nouveau Monde au profit de l'Angleterre, à l'exception des îles de Saint-Pierre et Miquelon et d'une partie de ses possessions dans les Antilles. L'Angleterre est maintenant la plus grande puissance mondiale, même si ses caisses sont vides. La France, elle, est rétrogradée sur le plan international. L'Amérique des Anglais devient prospère, les provinces sont soudées et les colons supportent de plus en plus mal la tutelle et les taxes du vieux continent qui compte sur ses colonies pour remplir ses caisses. L'un des actes de rébellion des Américains les plus connus est la Boston Tea Party. La Boston Tea Party se déroule le 16 décembre 1773. Elle marque le début de la Révolution américaine. Les colons américains ne supportent plus de payer des taxes alors qu'ils n'ont pas le droit de siéger au Parlement britannique. Les nouvelles impositions sur le thé sont considérées par les colons comme une violation de leurs droits en tant que sujets britanniques. Des membres du groupe radical Sons of Liberty, dirigé par Samuel Adams et d'autres habitants de Boston ralliés à leur cause, organisent une manifestation contre le navire britannique Dartmouth, amarré au port de Boston, qui transporte une cargaison de thé. Déguisés en Amérindiens pour dissimuler leur identité, Samuel Adams et ses acolytes montent à bord du navire et jettent par-dessus bord toute la cargaison de thé, soit 342 caisses. Benjamin Franklin ne cautionne pas ces actes de vandalisme. Il tente alors de jouer un rôle de diplomate entre les colonies et l'Angleterre, mais il n'arrive pas à apaiser la situation. Les Anglais prennent très mal la destruction de cette cargaison qui n'augure rien de bon. George III, le mari de la reine Charlotte, connu grâce à la série Netflix, est alors au pouvoir et il pense que le meilleur moyen de mater les rebelles est de se montrer très dur. Le port de Boston et l'assemblée de la colonie sont fermés. Cette sanction administrative et économique ne fait qu'arc-bouter sur leur position les colons qui se sentent oppressés par les Anglais. La seule solution est donc de se libérer de leur tutelle. Voilà comment naît la guerre d'indépendance. D'abord, les protestations et les actes de désobéissance se multiplient. Dans un tel contexte, Benjamin Franklin devient le chantre du patriotisme américain. Ça va lui valoir de vifs désaccords avec son fils William qui reste, parce qu'il est né à Londres sans doute, du côté des Anglais. Au début de l'année 1776, Franklin rejoint le mouvement pour l'indépendance des colonies américaines. Il devient même le président de la Convention constitutionnelle de Philadelphie. Il est aussi membre de la Commission des Cinq. Cette commission parlementaire est dirigée par Thomas Jefferson, qui deviendra le 3e président du futur pays. Son rôle est de rédiger la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Elle est adoptée le 4 juillet, le fameux Independence Day. Franklin appose sa signature sur le document officiel qui marque la naissance de cette nouvelle nation. Cet acte donne les lignes directrices de ce que deviendront les États-Unis. Les hommes y sont égaux, et l'accent est mis sur la liberté individuelle plutôt que les libertés et les devoirs collectifs. Vous vous en doutez, l'Angleterre ne va pas renoncer si facilement à ses colonies, source pour elle de richesse et d'or. Les conflits des mois précédents deviennent une guerre, et dans une guerre, on a toujours besoin d'alliés. L'indépendance des États-Unis rebat les cartes géopolitiques. Pour trouver de l'aide contre l'Angleterre, il faut solliciter son meilleur ennemi, la France.
En octobre 1776, Benjamin Franklin monte à bord du Reprisal avec 2 autres diplomates, Silas Deane et Arthur Lee. Leur but est de convaincre Louis XVI de les aider militairement et financièrement, ainsi que de signer des accords commerciaux. Louis XVI sait déjà ce qu'il se passe aux États-Unis. Il n'aime ni les services d'espionnage ni la réelle politique. Contrairement à Louis XV, il voulait se tenir à distance des espions lors de son arrivée au pouvoir, mais il est forcé d'admettre qu'on ne gouverne pas un royaume en ignorant les desseins secrets de ses voisins. La pièce derrière son bureau est consacrée aux dépêches et à tous les messages des services d'intelligence. C'est une petite pièce bien moins fastueuse que le bureau, une sorte d'annexe discrète. Parmi ses espions, Louis XVI compte le dramaturge Beaumarchais qui attirait depuis plusieurs mois l'attention du souverain sur l'esprit de révolte qui soufflait outre-Atlantique. Vergennes est alors secrétaire d'État des Affaires étrangères. Ce ministre est un pur anglophobe. Aider les jeunes États-Unis est pour lui une évidence si cela peut protéger les dernières possessions françaises à l'ouest de l'Atlantique. Dès avant l'arrivée de Franklin et à cause de Vergennes, Louis XVI est déjà convaincu de la nécessité de renforcer sa présence militaire dans le Nouveau Monde. Ça ne l'enchante pas d'aider la rébellion américaine, mais tous ses ministres l'y poussent. Ils doivent avoir raison. La France fournit donc dès le printemps 1776 1 million de livres aux colonies américaines, alors que la situation en France n'est pas au beau fixe, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Sur ces entrefaites, Benjamin Franklin arrive en France en décembre 1776. Il est déjà très connu et il joue de son image. Il porte une toque en fourrure comme les trappeurs du Nord, des lorgnons vissés sur le nez qui accentuent ses airs d'intellectuel malicieux et des costumes de drap très éloignés du faste des habits de cour. Ça lui donne un style exotique, américain, qui plaît beaucoup. Ce look est un véritable coup de communication. C'est donc l'inventeur star du paratonnerre qui arrive en grande pompe à Paris. Il s'installe chez un ami dans un bel hôtel particulier de Passy au bord de la Seine. C'est là qu'il reçoit tous les aristocrates et les grands bourgeois qui veulent le rencontrer. Et ils sont nombreux. Il est même intégré par ses frères français dans la loge maçonnique des 9 Sœurs. Paris est atteint d'un nouveau délire. La franklinomania. La manufacture de Sèvres produit même tout un tas d'objets à son effigie avec la légende en latin « Il a arraché la foudre du ciel et le sceptre de la main des tyrans ». À Versailles, Louis XVI prend ombrage de la popularité de l'Américain. Lui aussi, il bricole, et personne ne le célèbre. Mauvais joueur, il commande à Sèvres un pot de chambre à l'effigie de Benjamin Franklin qu'il offre à la comtesse Diane de Polignac, la plus grande des fans de l'inventeur du paratonnerre. Malgré tout, il continue à soutenir la rébellion américaine pour embêter les Anglais. Mais Franklin veut plus. Il souhaite faire signer au souverain un traité de commerce entre les 2 pays. Mais un tel traité reviendra à déclarer la guerre à l'Angleterre de George III. Louis XVI hésite. Il multiplie les entretiens avec ses ministres, tous va-t-en-guerre, plus par lucidité sur la situation internationale tendue que par conviction profonde. Enfin, Franklin et les 2 autres diplomates américains qui l'ont accompagné rencontrent une délégation française à 2 reprises les 30 janvier et 6 février 1778. Un traité commercial est signé. Les États-Unis et la France permettent toutes 2 de voir l'autre pays comme son premier partenaire commercial. Cela inclut la promesse de circuler librement en mer sans jamais s'attaquer et de pouvoir commercer avec les pays neutres pendant la guerre. La France promet aussi d'introduire le nouveau pays auprès de ses partenaires commerciaux en Méditerranée, c'est-à-dire les pays du Maghreb. Les Américains s'engagent quant à eux à laisser les navires français pêcher du côté de Terre-Neuve. Le second volet du traité évoque une alliance défensive dans le cas où l'Angleterre déclarerait la guerre à la France, car ce que redoute le plus le ministre Vergennes et Louis XVI est un retournement de situation et une nouvelle amitié entre l'Angleterre et les États-Unis. En ces temps-là, les cours européennes sont noyautées par les espions. 1 mois plus tard, l'Angleterre sait tout des accords entre la France et les États-Unis. La France est obligée de reconnaître la signature de ces traités avec l'Amérique, et l'Angleterre répond en rompant ses relations diplomatiques avec la France. À la suite de ces événements, Benjamin Franklin est accueilli à Versailles sous le titre d'ambassadeur des 13 provinces unies. Pour l'occasion, il a troqué ses vêtements de Quaker, d'austères religieux américains, contre des habits de cour. Les courtisans se pressent pour apercevoir le diplomate américain qui monte directement dans les appartements de Vergennes avant d'aller chez le roi. Louis XVI serre chaleureusement la main de Franklin en affirmant publiquement l'amitié entre leurs 2 pays. Puis un grand dîner est organisé où Marie-Antoinette se montre charmante avec ses hôtes.
Ce moment est historique, parce que ça signifie que la France reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. De là à dire que ce pays ne serait pas ce qu'il est sans la France, il n'y a qu'un pas à faire. L'Angleterre prend très mal cette alliance. Et comme Louis XVI s'y attendait, c'est le voisin d'outre-Manche qui inaugure les hostilités en attaquant les vaisseaux français en mer à partir de juin 1778. Maintenant, la France envoie des hommes et des armes en Amérique contre les Anglais. C'est là que Lafayette, La Pérouse ou Rochambeau se font un nom. Le tendre ami de Marie-Antoinette, le comte de Fersen, s'y distingue également. Grâce à la France, les États-Unis gagnent la guerre d'indépendance après la victoire éclatante de Yorktown. Le traité de Paris met fin au conflit le 3 septembre 1783. Benjamin Franklin est de ceux qui ont rédigé ce document au nom du Congrès américain. Désormais, l'Angleterre reconnaît l'indépendance des États-Unis et la France en profite pour retrouver ses comptoirs perdus en Inde pendant la guerre de 7 ans. Après avoir signé le traité de paix, Benjamin Franklin peut rentrer chez lui. Il meurt à 84 ans en 1790. En France, la Révolution française a déjà commencé, mais l'Assemblée constituante, en signe d'amitié, décrète 3 jours de deuil national en son honneur. Pour plonger dans la période parisienne de Franklin alors qu'il négocie l'aide de la France à l'occasion de la guerre d'indépendance, je vous invite à regarder Franklin, la mini-série disponible exclusivement sur Apple TV+. C'est une immersion époustouflante dans le Paris du XVIIIe siècle. Les scènes au Palais Royal et à Versailles sont incroyablement réalistes. Vous comprendrez l'ampleur de la franklinomanie à cette époque. Les jeux diplomatiques féroces sont interprétés avec brio. Petite mention spéciale pour Assad Bouab, sublime et convaincant en Beaumarchais. Bref, une excellente série pour saisir les rapports entre la France et les jeunes États-Unis d'Amérique. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.